Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être présents et merci également à tous ceux qui nous regardent, qui sont connectés en web-conférence. Le thème du télétravail nous paraît être l'occasion idéale pour tester cette nouvelle forme d'événement qui vous permet de bénéficier d'échanges qui auront lieu ce soir tout en restant dans votre bureau ou à votre domicile. Le télétravail est extrêmement important aujourd'hui puisque c'est un moyen de diminuer le besoin de déplacement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les impacts de la pollution dans les centres urbains, et également, parce que nous avons des réunions avec les chefs d'entreprise, des sources potentielles d'économie sur le coût de déplacement d'un collaborateur si un jour le prix de l'énergie continue à augmenter. Et au niveau de la Chambre, nous avons une communauté Ecobis-Loiret, mobilité et déplacement. Et c'est elle qui vous invite en réalité aujourd'hui. Le télétravail peut être un axe fort du plan d'action de déplacement des entreprises, le PDE. Depuis 2008, la CCI du Loiret s'est engagée fortement pour accompagner les entreprises dans leur démarche de PDE, en partenariat avec le Conseil régional, l'ADEME, et nous en rejoint très récemment le Conseil général et l'association PSRE. Il s'agit d'une organisation du travail et qui ne concerne que les salariés. Alors j'insiste sur ce point parce que vous entendez régulièrement des indépendants dire qu'ils sont télétravailleurs. Alors en fait, ils le sont dans la manière dont ils exercent, par analogie, dans la manière dont ils exercent leur métier, parce qu'ils ont choisi des métiers qui reposent essentiellement sur l'utilisation des technologies. Je pense aux infographistes, aux web designers, etc. Mais ce ne sont pas des télétravailleurs au sens juridique du terme, puisqu'ils n'ont pas de contrat de travail. Les tâches doivent être exécutées dans un lieu autre que le lieu habituel et en général contractuel de travail, c'est-à-dire les locaux de l'employeur, de manière régulière et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Les trois conditions doivent être réunies. Ce qui nous a motivés principalement, c'était de répondre à des demandes de salariés. C'est-à-dire que depuis plus d'une dizaine d'années, nous refusions régulièrement des demandes de télétravail à certains de nos salariés, soit pour des raisons qui le demandaient, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons liées principalement à des trajets longs. Notre recrutement est national, voire international, c'est-à-dire le recrutement de nos chercheurs est national. Donc nous avons quand même beaucoup de chercheurs dont le conjoint va travailler dans une autre métropole, dans une autre ville que Orléans. Et Orléans, notre situation géographique et la taille réduite de notre bassin d'emploi, dans certains cas, est un handicap. Donc permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle à des jeunes chercheurs dont le conjoint travaille à Paris ou travaille à Lyon ou travaille à Bordeaux, ça devient un élément d'attractivité, voire de fidélisation. Comme on l'a vu précédemment, il s'agit effectivement d'une question d'organisation du travail qui est très encadrée juridiquement. On a vu les textes nationaux et encadrés ensuite par nos accords d'entreprise. Donc on est totalement bordé. La procédure est identifiée. Alors chez nous, au BRGM, nous n'avons pas choisi de cibler des catégories de personnel en étant bien conscients que, par exemple, nos techniciens de laboratoire qui travaillent sur une paillasse ne pourront jamais faire de télétravail. Je prends un cas caricatural, mais donc dans notre accord, il n'y a pas de distinction. La seule exigence, c'est que ce soit un accord commun entre le salarié et son responsable hiérarchique. C'est-à-dire que un hiérarchique ne peut pas l'imposer à un collaborateur, ni l'inverse. Donc c'est le double volontariat. Ça a commencé comment le télétravail chez Lexmark ? Très mal. Très mal, parce que mon prédécesseur au RH m'avait dit tu vas avoir des demandes de télétravail, surtout tu ne mets pas les pieds là-dedans, parce qu'on n'est pas sécurisé. Si tu l'acceptes pour l'un, pourquoi tu le refuserais à un autre ? Surtout tu ne mets pas les pieds là-dedans. Alors effectivement, comme Michel Bouillot, avec constance, on refusait les demandes. Et plus grave, on refusait des demandes de très bons candidats à Paris qui nous disaient ce serait bien, moi je voudrais bien venir chez vous, si, etc. etc.
Et puis un jour, j'en ai eu marre, parce qu'on nous demandait pourquoi et on répondait parce que. Et donc j'ai pris un stagiaire, je lui ai fait faire une étude. On a négocié un accord d'entreprise avec les syndicats. Et là vous parliez des critères d'éligibilité, c'est vraiment là-dessus que des deux côtés, on a été obligé de sécuriser un peu tout le monde. D'un côté, on a sécurisé le management en leur disant « vous avez le droit de vie ou de mort là-dessus, c'est vous qui donnez la décision et le télétravail sera réversible. Si un jour vous voyez que ça ne va plus, vous pourrez, etc. Mais en contrepartie, on vous demande de jouer le jeu et au moins de tenter la période d'essai avec les gens qui demandent. » Côté syndicat, donc eux, ils étaient plutôt pour parce que il y avait une très très forte demande salariée. Donc eux, ils étaient plutôt pour. Et par contre, leur crainte principale, c'était l'équité. L'équité parce que dès l'instant que le manager a le droit de vie ou de mort, ils savaient déjà lesquels allaient accepter, lesquels allaient refuser. Donc ils étaient très crispés là-dessus. J'ai dû signer 180 demandes, 180 avenants de télétravail. Il n'y a pas eu un refus. Il n'y a pas eu une période d'essai, parce qu'on a une période d'essai de 3 mois, pas eu une période d'essai qui a été rompue. Et au final, il n'y a que 2 salariés qui, de leur initiative, un jour ont dit finalement, je préfère revenir en mode normal. Constat sur les dégradations des conditions de travail, qui sont, j'allais dire, des constats qui sont très souvent extérieurs à l'entreprise, qui font qu'un salarié arrive déjà pas dans les meilleures conditions qui soient dans l'entreprise. Et ensuite, je crois qu'il y a quand même les contextes de ces dernières années liés à beaucoup de changements organisationnels et de pression sur les salariés qui n'a pas arrangé les choses en plus de ces dégradations extérieures. Donc, le temps de trajet commence à devenir pour beaucoup de salariés le fléau quotidien. Donc, chaque fois qu'il peut s'en libérer, et vous verrez énormément de télétravailleurs vous dire, même si ce n'est qu'un seul jour par semaine que je peux l'éviter, je peux arriver à mieux me gérer mon temps, ma vie, et à être mieux. La France est une grande championne mondiale de l'absentéisme. Alors, là aussi, il est généralement observé que dans une entreprise dans laquelle il y a du télétravail, le taux d'absentéisme baisse. Tout simplement parce que les conditions de travail sont améliorées pour les salariés. La France est aussi une championne, au moins au niveau européen, de consommation de psychotropes qui d'abord coûtent cher à la société et, je pense qu'on en conviendra tous, dégradent la santé plutôt que ne l'améliorent. Les risques psychosociaux sont en train de devenir la maladie professionnelle numéro 1. Toutes ces choses sont liées, mais toutes elles coûtent cher. Nous avons pu faire un bilan sur 2010. Donc 2010 a été la première année. Moi je m'attendais à avoir une trentaine de demandes, vu ce que j'entendais. En fait, on a eu une douzaine de demandes seulement, donc qui ont quasiment toutes été honorées, avec pratiquement que des cas individuels. C'est-à-dire que j'ai eu des motifs, on l'a cité, c'est-à-dire que le télétravail a permis dans certains cas de retarder le congé prénatal en limitant les trajets. Dans d'autres cas, il a permis d'éviter un arrêt maladie total et de ne faire qu'un mi-temps thérapeutique. Dans d'autres cas, effectivement, on a un salarié parisien qui a réduit 2 jours par semaine ses temps de trajet, ce qui est important. Donc vous voyez, ça couvre déjà, avec un tout petit nombre de cas, ça couvre des réalités qui sont très différentes, mais en même temps qui sont quand même notre quotidien. C'est-à-dire que c'est pas exceptionnel. Notre douzaine de salariés a confirmé tout ce qu'on lit dans la littérature et tout ce que vous nous avez présenté sur l'augmentation du niveau de satisfaction, la diminution du niveau de stress, l'augmentation du niveau de performance parce qu'on est plus concentré, parce qu'on est moins dérangé de façon impromptue par le collègue qui vient demander un renseignement, etc. Ou par les coups de téléphone. Augmentation donc aussi de l'efficacité. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'indicateurs qui sont au vert. Donc perçu chez les salariés. Alors avec moins d'enthousiasme, mais de la même façon, on retrouve la même chose chez les managers. Est-ce que vous avez mis en place également des indicateurs de réussite
Et est-ce que vous avez une réponse à l'éco-responsabilité là? On va la trouver ce soir. Non, sur l'éco-responsabilité, non. Nous sommes restés sur le constat primaire que les gens n'utilisaient plus leur voiture, donc c'était sûrement mieux. Et comme on ne sait pas effectivement ce qu'ils font par ailleurs, là-dessus, non. Non, les critères de réussite, le zéro rupture de période d'essai, le zéro, etc. On interroge les managers, ça se passe bien, on interroge les salariés, ils sont... Et puis l'absentéisme, alors là, on est en dessous de zéro. On est vraiment... On a plus d'absence pour maternité que pour maladie, alors qu'on a une moyenne d'âge qui est quand même relativement élevée. Donc, de ce point de vue-là, oui. Mais... Ça doit être à vous. Nous n'avons aucun frein juridique aujourd'hui pour conclure un accord et mettre en place le télétravail dans une entreprise. Nos freins, ils sont managériaux et sur le plan management, c'est lié à notre culture. La France a une culture, éhontée du présentéisme. C'est à croire que si on ne voit pas quelqu'un, on ne peut pas imaginer qu'il travaille loyalement pour vous. Et c'est vraiment le point qu'il faudrait faire disparaître des pratiques managériales, tout simplement en mettant en place des méthodes qui ont fait leur preuve ailleurs. C'est de manager plus par objectif et résultats que par la présence. Les freins sont aussi organisationnels, parce que bien entendu, si on a toute une organisation qui est construite sur le fait que l'on va contrôler par la présence, on ne la construit pas de la même manière que si on ouvre la collaboration à distance. Pour moi, c'est une interrogation encore aujourd'hui, l'éco-responsabilité. J'espère que nos témoins vont nous dire ce qu'ils en pensent et ce qu'ils font et s'ils ont mesuré quelque chose. Hier, il y avait un article qui est sorti, qui est assez intéressant, et où en fait on se rend compte que le bilan en argent n'est pas si important que ça. Je pense que c'est une des rares sociétés qui mesure depuis aussi longtemps, mais il n'y a pas grand monde qui publie encore aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est émergent. Moi j'ai essayé dans le cadre de ce qui se prépare pour les négociations, et on veut toujours mettre ce côté éco en avant, de faire passer l'idée que là, il faudrait une étude sérieuse en France, parce qu'on n'en a pas.